Écoutez, choisissez, votez. C'est parti pour la campagne des élections territoriales 2013. Taoui FM et Tahiti Info invitent chaque jeudi de 9h à 11h en français et en tahitien les candidats de chaque liste à venir présenter et expliquer librement le contenu de leur programme. Envoyez vos questions sur le site tahiti-info.com ou sur la page Facebook de Taoui FM. Les infos politiques, c'est sur Taoui FM et Tahiti Info. Et on rejoint tout de suite Stéphane Antonin et Teiki Pihaouna en compagnie de leur invité. Merci Yannick. C'est le second entretien politique comptant pour les territoriales 2013 que Taoui FM propose à ses auditeurs de Tahiti et des archipels éloignés qui nous écoutent. Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Émile Vernier, chef de file du Rassemblement pour le respect des populations polynésiennes, le RRPP. Bonjour Émile. Bonjour Stéphane et bonjour Teiki. Près d'une heure durant, avec mon confrère donc de Tahiti Info, Teiki Pihaouna, que je salue au passage, nous allons tenter de faire le point avec vous sur cette campagne et les principaux enjeux du renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie les 21 avril et 5 mai prochains. Alors Émile, en endossant l'habit de chevalier de la départementalisation, d'aucuns prétendent que vous ne connaissez pas du tout votre sujet. Que leur répondez-vous, Émile Vernier ? Je leur répondrai ceci, que si on se situe en 1970 ou 1975, je connaîtrais rien. Mais nous sommes en 2013, par bonheur. Nous avons Internet, et bien entendu que je suis allé chercher les infos, là où il faut. Mais enfin donc, comment vous est venue cette idée qui apparaît quand même un petit peu comme une régression institutionnelle ? C'est toi Stéphane qui le dis, hein ? Mais c'est pas une régression. Moi je pense qu'au contraire, c'est un grand pas vers l'avenir. En fait, ça nous est venu tout à fait normalement et je ne comprends pas d'ailleurs qu'on soit les seuls à soutenir ça parce que lorsqu'on fait un bilan de l'autonomie de 36 ans, c'est l'autonomie, ça fait 36 ans qu'on est sous ce statut-là, on s'aperçoit quand même que c'est un échec total. Ce qui est dommage parce que le statut lui-même est excellent. Mais les hommes qui nous ont dirigés et qui aujourd'hui sont en train de nous promettre que ça ira mieux demain, alors qu'ils ont eu 36 ans pour monter ce pays, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il n'y a qu'à regarder le pouvoir d'achat, le coût de la vie, les terres qui sont volées, les pauvres, il y a de plus en plus de pauvres, la CPS qui se casse la figure. Je regardais un journal ce matin, on nous annonçait qu'en 2010, il allait y avoir 500 000 touristes. C'est un journal de 2009. Et les touristes, il n'y en a pas eu. Donc tout ça, et la cerise sur le gâteau, c'est quand même 2009-2010. Gaston Tongson est obligé d'aller demander à la métropole, à la France, de nous dire comment faire. Donc c'est Anne Beaulier qui vient sur le territoire, c'est la mission d'assistance. On a besoin d'être assisté. Alors, moi je crois que ça a été le coup de grâce. On est incapable de s'en sortir et malgré qu'il y a un rapport, Anne Beaulier fait son rapport, on voit bien qu'aujourd'hui, ces préconisations ne sont quasiment pas suivies des faits. Hein? Donc notre pays est en train encore de s'enfoncer. Moi je dis, les hommes politiques ici ne sont pas prêts à avoir de l'argent dans les mains, parce que ça leur brûle les mains. Donc on le sait, ces hommes politiques se sont engraissés pendant 36 ans. Je le dis franchement et vraiment... C'est vous qui le dites, Émile, c'est vous qui le dites. Oui, je le dis, et j'affirme, et je persiste, et je signe. J'attends qu'on porte plainte contre moi, parce que moi je peux montrer mon patrimoine, mais eux ne nous montrera jamais. Et mon patrimoine est à mon nom, il n'est pas à des prête-noms. Donc tout ça pour dire que l'autonomie, ils ont galvaudé, ils ont sali le statut. Moi, nous préconisons que pour une période de 20 ou 30 ans, la France reprenne la main pour nous aider, là, franchement, à nettoyer cette classe politique. Je n'oublie pas qu'il y a plus de 90% de la population qui veut un changement. Or, si j'écoute les uns et les autres, j'ai l'impression que ils reviennent tranquilles, quoi. On se demande même pourquoi il y a une élection. Donc voilà pourquoi le pays va très mal. Je pense qu'on n'est pas capable de s'en sortir tout seul, et en tout cas avec ce statut-là. Nous préférons donner la main à la France pour la gestion des fonds. Mais évidemment qu'à l'intérieur, c'est quand même nous qui décidons de ce qu'on fait avec ces fonds-là. Alors, figurez-vous que je me suis également amusé à faire quelques recherches. Et alors, qui dit départementalisation dit obligatoirement augmentation des dépenses liées à la décentralisation. Alors, ma question va de soi, qui paye ? Alors, qui paye ? Bon, déjà, nous sommes favorables à l'introduction de l'impôt sur le revenu. C'est clair. Dans ce pays, c'est aussi le bilan de l'autonomie. Il y a quand même 60 000 personnes
qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais eux, est-ce qu'on pense à eux, dans le fond? Moi, je regarde les mesures qui sont prises. J'entends 500 milliards. Ces 500 milliards-là, c'est pour eux. Quand j'entends d'autres qui disent on va développer le tourisme, ça fait 15 ans qu'on nous dit qu'on va atteindre 500 000 touristes. C'est pas avec ce statut qu'on a aujourd'hui qu'on va arriver. Alors, trouver de l'argent, impôt sur le revenu. Moi, je suis pour taxer les grosses fortunes. En France, j'ai vu que Hollande, qui voulait 75% de la part supérieure à 1 million d'euros... On est tombé à 66%. C'est tombé à 66%, ce qui est bien. Parce que c'est mieux que 40%. Je crois que dans notre pays, il faut maintenant resserrer, se ressouder et aller vers la solidarité. C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent, je rappelle que 20% de la population captent la moitié des richesses. Ça veut dire qu'il y a des très, très, très riches. La plupart de ces gens-là, d'ailleurs, de ces structures, je pense à EDT, je pense à Carrefour, je pense à d'autres, l'argent part en France. Donc je préférais que... C'est pas un discours un petit peu indépendantiste, ça? C'est pas indépendantiste. Je suis pas indépendantiste, tout le monde le sait. Je vais pas le démontrer. Je suis pas indépendantiste, sinon j'irai avec Oscar. Simplement, dans notre pays, il y a une fracture sociale aujourd'hui qui est très importante, et donc je pense que nous n'avons pas d'autre solution que d'aller chercher l'argent où il y en a. Hein? Donc, impôt sur le revenu, la CST, il faut la supprimer, c'est pas un bon impôt. Je ne vais pas aller démontrer, je dis seulement cette CST, c'est un impôt sur le revenu, mais c'est un impôt qui a été fait pour favoriser les riches, il faut le dire. Hein? Alors, Émile Verny, vous prenez la départementalisation, Oui. on sait, durant toutes vos conférences de presse, mais à côté, vous dites que lorsque vous serez élu, situation hypothétique, on est d'accord, vous ramènerez le nombre de ministres à 5. Alors justement, vous savez que si on est département, donc il n'y a plus de président, il y a un préfet, alors comment est-ce que vous voyez la chose? Tout simplement parce que ce n'est pas moi qui décide qu'on soit un département. Cette affaire-là va prendre quand même quelques temps, quelques années peut-être, j'espère pas. Le plus tôt possible, ça sera le mieux. Donc, si on est élu là, le 5 mai, ou le 21 avril, si tout le monde venait voter pour nous, évidemment, il faudra fonctionner sous le statut d'autonomie. Donc c'est vrai qu'on a annoncé que 5 ministres, donc les ministres auront plus de travail, mais je ne prendrai... Alors c'est un peu l'avantage que j'ai, je ne suis pas soumis à des pressions pour mettre un tel ou un tel, parce qu'on n'est pas un parti politique. C'est-à-dire qu'actuellement je cherche, et j'ai à peu près trouvé tout le monde. Il n'y en a qu'un qui est à côté de moi aujourd'hui, qui je pense fera l'affaire pour tout ce qui est culture, pour tout ce qui est foncier, même pour le tourisme, etc., c'est Raymond Graff. Lui, c'est quelqu'un qui a été, je vais dire, qui a servi de carpette à tous les gouvernements depuis qu'il s'est lancé dans ce qui lui tient à cœur, dans ce qui lui tient pour sa vie. On a marché dessus, on en a profité, on a besoin de lui, on l'appelle, mais il n'a jamais été récompensé. Hein? Donc moi, je crois que Raymond Graff, c'est quelqu'un qui est sur lequel je compte beaucoup pour la suite de notre gouvernance. Les autres, je ne vous cache pas, je ne dirai pas qui c'est parce qu'ils ne sont pas dans notre groupe. C'est des gens de l'extérieur que j'ai contactés, avec lesquels j'ai discuté déjà, et c'est des gens qui sont pointus sur les domaines qui les concernent. Alors, mais justement, vous parlez de départementalisation beaucoup, mais maintenant, à contrario, si la population, au moment du référendum, si vous passez, toujours en situation hypothétique, s'il refuse. Mais ce n'est pas un problème. Moi, j'ai annoncé, un premier référendum pour la fin de l'année. Ça sera pour ou contre l'indépendance. C'est clair. Il faut arrêter cette question-là. Qu'on soit réinscrit ou pas, référendum pour ou contre l'indépendance. La population se prononce. Si la réponse est oui, j'accepterai la réponse oui. Ça veut dire qu'il faudra changer complètement de gouvernance et se préparer à aller à l'indépendance. Donc, je n'ai pas peur de l'indépendance. Je me dis que ça va être difficile parce que, quand même, n'oublions pas que la France aujourd'hui, c'est 170 milliards par an qu'elle transmet au territoire. L'indépendance, ça m'étonnerait qu'elle continue d'envoyer 170 milliards. Je crois plutôt que ça sera de l'ordre de 2 à 3 milliards. Bon, d'après ce que j'entends, ils vont aller chercher à l'ONU. L'ONU ferait bien de régler les problèmes du monde en Libye, etc., et au Mali, et en Afghanistan. Donc, si la réponse est non, on ne veut pas de l'indépendance, à ce moment-là, on organisera un deuxième référendum dans la foulée, dans les 6 mois qui suivent, parce qu'il faut expliquer à chaque fois. Il faut une campagne d'explication. C'est quoi la départementalisation?
Tu vois, ici, je suis en terrain un peu miné. Mais c'est pas grave, je répondrai à toutes les questions. Parce que la départementalisation, c'est quand même une autre façon de gérer notre pays. Ça sera quelque chose, moi j'espère, on va assainir, on va moraliser la vie politique, on va assainir la situation. Et surtout, on va faire en sorte que le peuple se retrouve dedans. Donc, référendum, si la réponse est non, je respecterai bien sûr le choix de nos électeurs et de nos Polynésiens. Ben, ça voudra dire qu'on va continuer sur l'autonomie. Et on essaiera plus difficilement qu'aujourd'hui. Ce que j'ai peur, c'est que le nombre de pauvres qu'on a dans notre pays va s'alourdir, va se creuser par rapport à des gens qui sont bien, quoi, qui sont très riches, comme je dis. Donc voilà, la population va donner son avis. Je respecterai toujours le verdict de la population. Toujours au sujet de la réforme institutionnelle, Émile, que vous défendez, vous dites, je vous cite, « Nous souhaitons que l'État s'occupe du pays ». Alors, selon vous, l'État en a-t-il les moyens et, à minima, en a-t-il envie? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Je pense que l'État a envie de s'occuper. Je suis, contrairement à certains qui disent que l'État se désengage. De s'occuper ou de reprendre le pouvoir en Polynésie? Non, je ne dis pas de reprendre le pouvoir. Ce que l'État veut, je pense, que l'État souhaite, parce que nous occupons une situation privilégiée dans le monde, hein, ce que l'État souhaite, certainement, c'est de garder la Polynésie dans son giron. Ça, l'État, à mon avis, le souhaite. Maintenant, pour le souhaiter, je suppose que les propos d'Oscar Temaru, le président actuel, font grincer des dents à Paris. Je suppose. Je ne suis pas allé demander. Hein? Mais ça doit être ça. Donc, à partir de là, l'État va... Alors, quels moyens? La France est un pays de 66 millions, 70 millions d'habitants. Un budget faramineux, des déficits faramineux. Énorme. Et c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'une communauté de 300 000 habitants vienne gêner l'État. Je me fais fort, dès l'élection, de partir à Paris rencontrer François Hollande. Pourquoi ne recevrait-il pas le président de la Polynésie qui défend la présence française? Parce que de l'autre côté, il y en a qui se disent autonomistes. Mais dès que l'occasion se présentera, ça sera eux, les présidents indépendantistes. C'est évident. C'est évident. Ils sont en train de mentir à la population. Donc, moi, je vais voir Hollande et je lui dis, voilà la situation. Je pense qu'un pays, le pays des libertés, le pays de la fraternité, le pays, etc., que tout le monde sait, ce pays-là ne peut pas accepter la fracture sociale qu'on a ici, qui est, à mon avis, beaucoup plus importante qu'en France. La seule chose qui nous différencie, c'est qu'ici, on n'a pas d'hiver, les gens ne meurent pas de faim, heureusement. Parce que j'imagine que si on mourait de faim, que s'il fallait se couvrir en hiver, il y aurait la révolution depuis longtemps. On me faisait la remarque l'autre jour, mais comment ça se fait qu'ici en Polynésie, il n'y a pas le sang? C'est notre façon de vivre. On est là, on discute. Mais il ne faut pas non plus pousser. Et je ne vois pas de l'autre côté, à part d'entendre des milliards et des milliards et des milliards, moi je me pose la question, est-ce que la population est concernée par ces milliards, ces milliards, ces milliards? Pour clore enfin sur ce chapitre, Émile, considérez-vous les départements d'outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Réunion comme des modèles? Quand on voit le taux de chômage ou l'insécurité qui y règne, franchement, il n'y a pas de quoi les jalouser, non? Merci pour cette question, ça va me donner l'occasion de répondre. Moi, je vais vous dire, je souhaite fortement, et j'y crois, que la Polynésie française deviendra un modèle de département. Parce qu'on démarre de zéro, on n'était pas un département avant, et je sais ce qu'il faut faire exactement. C'est-à-dire arrêter de spolier, arrêter de voler, arrêter de fracturer la population comme ce qui est fait. Je les vois en haut. Je les vois, à mon avis, ils regardent méprisamment les gens d'en bas. Franchement. Ils sont là, ils sont bien. Mais moi, je pense à nos Polynésiens on les a côtoyés. Eux les côtoient aussi. Je ne sais pas comment ils peuvent continuer à vivre comme ils font. Moi, je ne peux pas. Donc, je souhaite et je demande et j'exige que nous soyons un modèle de département pour les autres départements de l'outre-mer. Moi, je m'engage, plus de magouilles. Il faut une politique de résultat. Un fonctionnaire, il est payé. Bien payé. Qu'il ait des résultats ou non, il est payé. C'est incroyable. Non, politique de résultat, je veux que la Polynésie française, qui sera le 102e département de la France,
soit un modèle pour les autres départements, notamment les derniers. Dans les 100, c'est les départements d'outre-mer, justement. Émile Vernier, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'impôt sur le revenu, puisque vous parlez de RSI, RSA, donc tout ça, revenu social indépendant, mais à côté de ça, vous espérez récupérer combien avec l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous allez garder le même taux pour essayer de récupérer de l'argent? Si oui, abaisser, jusqu'à quel point? Ça ne sera pas si évident que ça. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Moi, je constate qu'on a une CST qui est une catastrophe, qui est une façon de... Enfin, la CST, bon, je ne voudrais pas m'étendre dessus, mais je vous dis c'est une catastrophe. On n'est pas d'accord avec la CST. Donc, qui est aussi un impôt sur le revenu. Mais un impôt sur le revenu fixé sur la personne. Alors qu'on sait que l'impôt sur le revenu, l'IRPP, est fixé sur le foyer fiscal. Okay? Donc, je ne vais pas aller dire les taux. Moi, je ne suis pas au gouvernement, on ne me donne aucun document, la CPS, on n'a aucun document. Je dis seulement que la France, je lui demanderai de jouer un rôle de solidarité pour nous aider, parce que si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que le CEP est venu. Il n'y aurait pas eu le CEP, on ne serait pas dans cette situation. Je préfère continuer de vivre, de manger des mangues, des ourous. Le CEP est venu, des habitudes ont été données à tous nos Polynésiens. Finalement, ils ont quitté la terre sur laquelle il y avait très peu de salariés en 1960. Nous exportions des oranges et de la vanille et du café. Aujourd'hui, on commande tout. Ça me hérisse. On est en train de subventionner les agriculteurs, etc., et les éleveurs étrangers. Alors que je reviens des Marquis, j'ai vu un plateau de hakaui, qu'on appelle aujourd'hui tobi, vide. Mais les bœufs là-bas, les quelques bœufs qu'on a vus, qui appartiennent à des personnes privées, mais ils sont bien portants, ils ont de la bouffe là-bas. Donc chaque archipel qu'on a ses valeurs. Moi, je souhaite qu'avec le département, par exemple, les archipels éloignés, ils aient des conditions favorables pour venir ici et envoyer notamment leurs produits. Donc, je ne vais pas aller dire l'impôt sur le revenu, ça sera tant, mais j'aimerais que les tranches supérieures de salaire qu'il y a, eh bien, ces gens-là, mais on va les rencontrer, bien sûr, on en discutera. Bon, s'ils ne sont pas d'accord, eh bien, on imposera. C'est ça aussi un gouvernement, c'est de décider. Aujourd'hui, on voit qu'on ne décide rien. Donc, je ne vais pas donner de taux, parce que je suis incapable de donner ces taux-là. Ce que je sais, c'est l'idée. Sur l'idée, je suis pour. Alors, Teva Manoutei, du parti d'où vous venez, on peut le dire, il y a eu une véritable scission aujourd'hui, donc vous courez seul, on peut le dire, parle d'une taxe non pas à l'entrée, mais à la sortie de la marchandise. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Teva Manoutei, il est pas... Moi, je suis libre de dire ce que je veux. Non, je parle de la taxe. Non, mais je suis d'accord, mais j'y viens. Il est libre de dire ce qu'il veut. Teva Manoutei, lui, il est prisonnier de... Enfin, moi, pardon, je suis libre de dire ce que je veux. Mais Teva Manoutei, il a autour de lui des entrepreneurs qui ne sont là que... C'est un peu comme tous ceux qui sont des partis structurés. Je pense qu'on a donné l'habitude à nos populations de devenir des alimentaires. On est là parce que on ne trouve pas son bonheur en tant qu'entrepreneur, et donc, Teva Manoutei, s'il était élu, ben, il fera en sorte que eux, ils gagnent encore plus d'argent. En fait, c'est ça, l'objectif. Donc, je ne suis pas d'accord du tout avec eux. Hein. Moi, je vais vous dire, au point de vue de la fiscalité, donc l'impôt sur le revenu, les taux, je ne vais pas les donner parce que je ne connais pas la situation exactement. On connaît des grandes masses. La TVA, je vous le dis aussi, je suis pour la supprimer. Maintenant, pourrais-je la supprimer en un coup ou bien par étapes? Je ne sais pas, la TVA, ça rapporte 30 milliards. Il faut trouver 30 milliards. Je compte sur la solidarité nationale, parce que je pense que la France nous est redevable quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et j'irai là-bas pour plaider cette solidarité. Mais nous ferons, nous, ici, de gros efforts. Je le dis, nous ferons de gros efforts. La vie sera plus difficile. Mais on ne pourra pas changer les choses si on continue. Aujourd'hui, la plupart de ceux que je vois devant moi, en fait, comme avant, c'est bien. C'est à croire que tout le monde est bien, c'est à croire qu'il n'y a pas de crise, que tout va bien. Je ne suis pas d'accord avec eux. De l'autonomie, Émile Vernier, vous tirez un bilan assez restrictif et les chiffres que vous donnez méritent, à mon sens, d'être commentés. Alors, vous prétendez notamment que depuis 1962, date de l'installation du CEP, dont vous parlez beaucoup, entre 7 000 et 10 000 milliards de francs CFP ont été déversés. Pour rien, selon vous. Vous confirmez?
Je confirme. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'était du saupoudrage. Tout le monde le sait aujourd'hui, sauf la personne qui a fait ça. Tout le monde le sait aujourd'hui, on s'est trompé en faisant ces aéroports dans les îles. Il fallait faire un aéroport pour, par exemple, ATR 72 dans l'île principale de l'archipel. Et ensuite, envoyer des avions plus petits. Parce que nous, on vient de là-bas. Les ATR, ils peuvent revenir des îles presque à vide. Pourtant, il faut y aller, c'est une question de service public. Gaston Floss, je dis son nom, il s'est trompé en faisant ça. En fait, oui, il s'est trompé. C'est lui. En fait, les maires qui étaient au Tahoeira à l'époque, moi, je m'en vais si tu ne me donnes pas mon aéroport. Mais j'étais à Touboué là hier, ou avant-hier, hier et avant-hier d'ailleurs, et il y a quelqu'un qui vient me dire, ah non, nous, Gaston Floss, il nous a donné la piste, il nous a donné la route, il nous a donné... Je lui dis, mais attends, il n'a pas payé de ses poches. C'est quand même notre argent qu'il a utilisé. À l'époque, Émile, ça ne vous a pas dérangé. Pendant très longtemps, Émile Garnier, vous ne juriez que par le Tahoeira et son leader charismatique donc, que vous venez de citer. Alors, pourquoi vous en êtes-vous détourné alors Et pourquoi cette amnésie pendant très longtemps? Je vais dire qu'il y a eu un miracle. C'est quoi? J'ai ouvert les yeux. Ah. C'est gênant. Moi, je dis les choses comme je C'est toujours pense. facile de le dire après. Non, mais c'est pas un problème. À l'époque, il y avait de l'argent. L'argent coulait à flot. Il voulait 2 milliards, il avait 2 milliards. Il suffisait d'appeler Chirac. J'étais là, j'ai vu de mes yeux que c'était comme ça. Aujourd'hui, il va aller appeler Mitterrand. Tiens, j'ai besoin de 3 milliards, là, tu vas me donner? Donc, cette période de ma vie, je ne la regrette pas. La seule chose dont je suis fier, et j'espère que tout le monde qui m'écoute, ils seront fiers comme moi, je n'ai rien eu pour tout ce que j'ai fait. Rien. Il y a des bonnes choses quand même qui ont été faites, Émile. Je t'ai dit, ce sont des choses du saupoudrage. Donne-moi un exemple de quelque chose qui est bien fait. Moi, je fais les questions, je fais Bon, les réponses. ben voilà. Bon, ben moi, je vais te dire, tu as qu'à regarder combien? 7 000 à 10 000 milliards, hein? C'est ce que j'ai annoncé. Regarde, on avait fait le tour de l'île. Tous les matins, les gens perdent 1 heure, 2 heures, 3 heures dans leur voiture parce qu'on n'a pas prévu de faire des voies plus grandes. Il y a eu Tiaranui, le projet, mais c'est ça qui l'a fait perdre aussi. Alors quand je les entends dire on va refaire Tiaranui, j'espère qu'ils vont modifier. Donc tout ça c'est pour dire que c'est vrai qu'il y a eu de l'argent. Malheureusement il y a eu de l'argent, mais l'argent, nos dirigeants à l'époque ont manqué de vision. Parce que si on avait été visionnaire, ben on aurait fait en sorte que ceux des îles puissent amener leur production à moindre coût. On aurait fait en sorte que les gens continuent d'accoucher à Touboué, par exemple, aux Australes. Parce que dès qu'une femme est enceinte aux Australes, elle vient sur Tahiti accoucher. Donc les Australes, ils deviennent des citoyens de Pilet, après avoir été des citoyens de Papeete. C'est ça le manque de vision que je dis. Ce constat, Émile, on peut le faire dans d'autres pays, on peut le faire en métropole. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'occupe pas des autres pays, je m'occupe de mon pays. Vous pensez que c'est raisonnable, honnêtement, que de faire accoucher des femmes au fin fond de Touboué? Ou au fin fond de Réao ou de Apataki? Je ne parle pas de Réao. Il aurait fallu une maternité, comme il y en a une à Taïohae, par exemple, au Marquise, hein, j'ai entendu dire ça, qu'il y en ait une à Rangiroa, qu'il y en a une à Touboué, parce que c'est le chef-lieu, c'est la capitale de ces archipels-là. Bon, à Réatea, a priori, ils accouchent là-bas, bon, tant mieux. Mais les autres îles viennent sur Réatea. C'est-à-dire que, culturellement parlant, pour un Français qui arrive, ou qui est là depuis, mais il s'en fout qu'il accouche à Paris, à New York, il s'en fout. Ici, culturellement parlant, c'est important. Et donc, moi je crois que dans le siècle où on est, hein, en 2013, de faire disparaître certaines valeurs polynésiennes, moi j'ai peur pour nos enfants demain, ils manqueront de repères, et totalement. Quand nous ne serons plus là, nous qui sommes capables de dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, eh bien demain, ces Polynésiens-là deviendront ils seront presque des étrangers sur leur sol. Émile, on va passer du côté des jeunes, parce qu'on ne parle pas beaucoup des jeunes et on ne vous a pas non plus entendu trop parler d'eux. Alors, est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose pour eux en cas d'une départementalisation, c'est-à-dire lorsqu'on deviendra département, comment vous allez faire, puisque ça sera difficile pour vous de tenir les commandes, vu que ce sera un préfet, donc ce sera plutôt le gouvernement central. Alors, je vais faire comme tout le monde. Moi, je promets à 50 000 jeunes de leur donner du travail.
c'est irréaliste. C'est pas la peine. Je ne vais donc pas promettre ça. Je vous avoue, franchement et humblement, que j'ai des problèmes sur les jeunes. Je cherche. Vous cherchez quoi? Mais je cherche des solutions. Parce qu'un jeune, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un travail, il veut une maison. Savez-vous bien sûr que d'ici à 2030, il nous faut une quarantaine de milliers de maisons en plus pour les nouveaux ménages qui vont s'installer. Donc je pense à ça. Nous avons une solution pour les maisons. En ce qui concerne le travail, l'emploi, on a une idée. Moi, je crois qu'actuellement, il faut reconnaître, et je crois que nous sommes les seuls à le dire, on vit au-dessus de nos moyens. Le SMIC à 150 000 a été installé à une époque où il y avait de l'argent à flot. On avait besoin de ça. Chirac, donne, et il donnait. Vous avez l'impression que c'est un cadeau, le SMIC à 150 000 francs? C'est pas que c'est un cadeau, c'est un poids aujourd'hui. D'accord, donc avec vous, le SMIC à 100 000. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en SMIC aujourd'hui, à 150 000. Qui ne s'en sortent pas. Alors, si tu me dis qu'ils ne s'en sortent pas à 150 000, dis-moi comment vont s'en sortir des gens qui sont à 10 000, qui touchent 10 000 francs par mois pour vivre. Alors, restons prudents. Moi, je connais quelqu'un, j'ai un ami très proche, qui vit avec 90 000 francs par mois. Quand il va au magasin, il a 3 000 francs, et il va calculer tout ce qu'il prend pour 3 000. Si c'est 4 000, il ne peut pas prendre. Chez nous, ici, au gouvernement, il faut 30 milliards, on n'a que 20. Allez, on va aller chercher 30. 10, on va chercher 10 en plus. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes favorables à un SMIC flexible, finalement. C'est-à-dire que demain, si on n'arrive pas à régler le problème du SMIC à 150 000, je pense que je pourrais quand même obliger à baisser le SMIC s'il y a besoin. Mais si on n'y est pas là, nous proposerons un autre SMIC qui ne s'appellera pas SMIC, puisqu'il peut y avoir qu'un SMIC. Mais un salaire minimum, si on veut, qui ne sera pas garanti, mais qui sera un salaire minimum, exactement comme un CDI, qui sera un CDI flexible aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des gens qui veulent travailler, des employeurs ou des entreprises ou des particuliers qui ne veulent pas les prendre. Parce que, un, c'est cher, et deux, ils ne pourront pas s'en débarrasser le jour où ils ont des difficultés. Hein? Moi, je crois qu'il y a des moyens de... Alors, SMIC flexible, CDI flexible, et puis après, c'est la mise en valeur de nos potentialités dans les marquises où il y a énormément de terres, où il y a beaucoup de marquisiens ici et sur Tahiti. Il y a 20 000 à 30 000 marquisiens ici, alors qu'ils ne sont que 6 000 là-bas. Et donc, il faut développer. Il faut développer l'agriculture. Les Tuamotu, ça sera la pêche, la perle et le copra. Les Australes, c'est tout ce qui est plantation, agrumes, agricole, tout ça. Non, chaque archipel a des potentialités, mais on ne leur donne pas les moyens de... Donc moi, ce que je souhaite, c'est que les jeunes retournent vers l'agriculture, mais il faudra leur donner les moyens de retourner. Oui, mais Émile, il y a un chaînon manquant dans ce que vous dites, parce Oui. qu'en fait, est-ce que ça va convaincre justement les électeurs de leur dire, bon voilà, de 150, on passe à 140 ou à 100 000, sachant qu'à côté, il faudra des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire que si vous baissez le seuil donc du SMIC à 140, ou ne serait-ce que 140 déjà au minimum, il faudra à côté de ça que la vie soit moins chère. On en parle, bien sûr. Tout à fait. On est d'accord que si on est département, il y aura les textes qui vont s'appliquer. Mais comment est-ce que vous allez faire pour expliquer ça au moment de la campagne officielle? Qu'est-ce que je te dis? On va baisser le prix de l'électricité? Je le dis. Qu'on va baisser le prix de l'essence, je vais dire aussi. Qu'on va baisser les billets d'avion, je vais dire aussi. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que ici, c'est reconnu de tous que la vie est chère. On parle de 40% de plus qu'en métropole. À côté de ça, quand on réfléchit, un SMIC à 150 000, on est d'accord, c'est ça, hein? En métropole, le SMIC, c'est pas un SMIC, c'est un SMIC. Il est à presque 200 000. Alors, expliquez-moi pourquoi, en France, les salariés, ceux qui ont la chance d'avoir un travail, ils touchent 200 000 et la vie est moins chère que nous. Et moi, je vois là un problème de dysfonctionnement, ou alors mettons le SMIC à 200 000, s'il faut être logique, si la vie est plus chère. Non, il y a un problème, je le dis, je pense qu'aujourd'hui, le frein au développement de l'emploi, le frein au développement en général, c'est le niveau des revenus, le niveau du salariat, mais c'est évidemment aussi, je suis d'accord, la vie qui coûte trop cher. C'est lié les deux.
hein. Si on baisse là, on va baisser là. Nous ferons des économies au niveau du gouvernement. C'est pas ça qui va sauver le pays. Mais au niveau de l'image, on a dit 5 ministres seulement, un vice-président, un président. Les indemnités des élus, quels qu'ils soient, c'est 30 à 50% de moins. Hein. Moi, je suis prêt, parce que ça ne me dérange pas. Si je dois partir en France, je vais partir en classe économique. Pourquoi est-ce que le peuple qui paye son billet, lui, il part en classe économique, et les dirigeants qui, eux, ne payent pas leur billet, ils placent en première ou en classe affaires? C'est pas un peu démago, ça, Émile? Je m'en fous. On peut dire que c'est démago. C'est mon idée. Ce sont mes opinions. C'est ce que je crois. Je ne pourrais pas, alors que derrière, il y a des gens qui payent leur billet et qui se... Je voyage aussi. On est installé. On peut allonger ses jambes. Il ne faut pas être trop gros non plus. Et à part ça, tu voyages normalement. Ben, c'est ça que je veux faire. Des économies au niveau du gouvernement. Et après, on va demander. Et on demandera des efforts aux salariés, des efforts à tout le monde. Mais les entreprises, vous savez, regardez, vous allez dans un grand magasin. Vous avez devant vous peut-être 60 000 produits. Je ne suis plus pour qu'il y ait 60 000 produits. Je préférerais qu'il y ait des petits magasins avec quelques produits seulement pour que les gens, quand ils vont, ben, ils n'aient pas trop les étoiles devant les yeux. Et ils ont du mal. Pourquoi mettre 20 sortes de riz? Pourquoi mettre autant de sortes de savonnettes ou de pâtes? On s'en fout. On revient. Moi, ce que je veux, c'est qu'on remette au centre, qu'on remette le Polynésien au centre. Qu'on n'aille pas le pousser à consommer. Ça, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, on est dans un temps difficile. Hein. C'est vrai que j'ai dit qu'il y a peu de choses qui ont été bonnes, qui ont été faites. Je pense, par exemple, Toata, je trouve que c'est bien. C'est une bonne chose. C'est vrai que vous connaissez bien cet endroit. Je connais. Vous avez récemment déclaré, Émile Vernier, dans un journal de La Place, je vous cite, « Ce n'est pas facile pour constituer une liste ». Alors, est-ce encore le cas? Alors, c'est pas facile parce qu'en fait, on a été piégé, hein, puisque pendant 6-7 mois, on avait choisi d'aller à Teiva Manutei. Et j'ai tout fait pour lui, je vous assure. Pousser, financer, acheter des trucs pour lui, c'est sur mon argent propre. Moi, quand je rentrais à la maison, madame, elle gueulait. Pourquoi tu dépenses là-bas? Ben, parce que j'y crois. J'ai eu confiance en lui. Nous avons eu confiance en lui. Il nous avait bien placés d'ailleurs, puisque j'étais quand même le premier à le joindre. J'étais dans la circonscription où il était premier. Moi, j'étais 3e et madame Graff 4e. Alors, quand on vient me dire que je négocie des places, je n'ai pas négocié. 3e, je ne vais pas les négocier la 1, quand même. Donc, à partir de là, j'ai été extrêmement déçu parce qu'en 6 mois qu'on est resté avec lui, quasiment d'août à janvier, jamais on a eu l'occasion de parler de programme, notamment des retraites, notamment de la vie chère, notamment du foncier, etc. Jamais. Et la cerise sur le gâteau, ça a été que, en fait, j'ai appris après, c'est lui qui me l'a annoncé, hein, qu'il voulait faire partie des départs volontaires. Et comme j'ai attaqué le départ volontaire parce que ça allait mettre en péril la CPS et l'administration, c'est ceux qui partent, c'est des chefs de service. Il allait toucher, je crois, d'après ce que j'ai compris, 5 millions. Émile, on s'égare un petit peu là, Émile. On s'égare un petit peu. On s'égare pas. Si. Non. Je vous ai posé une question qui est claire. Est-ce que votre liste est prête? Alors, non, mais c'est lié. Parce que pendant 6 mois, nous, on ne s'est pas cassé la tête. Et arrivé en janvier, il a fallu prendre une décision rapide. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Alors, la réponse que je vais répondre là, dans 1h30, comme ça, je pars sur Anna pour terminer les Tuamotu de l'Est. Le reste, même si je n'ai pas encore tous les documents, je sais que je les aurai. Donc, aujourd'hui, je respire mieux, je dors mieux, et normalement, lundi, je serai comme les autres à déposer tous les papiers demandés. Parlez-nous brièvement de vos principales têtes de section. Alors, je crois qu'il y a Aldo Sarcio, Raymond Graff. Dites-nous, qu'est-ce qui rassemble finalement tout ce petit monde? On se demande, hein? On se demande. Enfin, moi, en tout cas, je me pose la question. Non, mais on est beaucoup à se demander. Pourquoi est-ce que lorsque j'arrive quelque part, que je rencontre un petit groupe de personnes avec qui on parle, ils nous soutiennent? Qu'est-ce qui rassemble tous ces gens-là? Ce qui rassemble. Ben, ce qui rassemble, c'est simple. C'est quatre grandes idées. 1, la défense de la CPS et des retraités. 2, la défense du foncier. Parce qu'actuellement, le foncier est full camp. 3, la défense des pauvres. Je me bats pour ça. Et 4, c'est ça qui est incroyable, la départementalisation. Il y a de plus en plus de gens qui me disent « Tu as raison ». On verra les résultats.
Hein? Mais voilà ce qui pousse ces gens-là à venir. Je corrige que le démographe n'est pas tête de liste parce qu'on est dans la même section. Tête de section. Non, je serai la tête de section. D'accord. Et le démographe sera numéro 3. Hein? La section des îles sous le vent, on a la tête de liste, mais elle m'a demandé de ne pas en parler encore. Donc, mais de toute façon, on le saura, puisque à la déclaration, elle sera marquée dessus. La section des Marquises, c'est Napoléon Tamari. La section des Australes, c'est... Je ne sais pas, j'ai pas... C'est Denise Taouréré. Heureusement que Temarama me souffle ça. Oui, parce qu'on ne dort pas beaucoup quand on fait de la politique comme ça. La section des Tuamotu de l'Est, c'est Jean Tehahe. La section des Tuamotu de l'Est, là, on y va. Et je reviendrai avec le nom du chef de la section. Et lundi, je déposerai tout ça. Alors, vous dites que vous avez déposé donc la liste complète, mais maintenant, dans l'éventualité où ce ne sera pas complet. Ça sera complet. Je n'envisage même pas cette éventualité-là. Donc, c'est pas la peine de... Voilà. Vous avez donc brossé en quelques mots, donc en 4 lignes directrices, donc votre programme. Donc, visiblement, il est à peu près bouclé à ce jour. Comment et par qui a-t-il été élaboré, ce programme? Il a été élaboré par nous. Mais je peux vous dire qu'actuellement, si je souhaite, hein, mais je ne suis pas encore allé le voir, mais si je souhaite, j'ai quelqu'un, un ami, hein, on a usé les mêmes bancs de l'école à l'amener, qui m'a dit, c'est quelqu'un qui occupe un rôle dans l'administration, qui m'a dit... Donc il y a une tête pensante chez vous? Pas encore là, hein, la tête pensante viendra. Mais actuellement, notre programme qui est vraiment ridicule d'ailleurs, c'est ce que je vois, on rigole, le département. Non, moi je me bats pour cette idée-là. Ce programme-là, c'est nous qui l'avons, on en a parlé, hein, et on s'est vu le 5 mars, c'est là qu'on a validé les grandes idées du programme. Toujours sur cet aspect économique, que pensez-vous de l'idée, Émile, de souscrire un grand emprunt localement ou auprès de pays étrangers? C'est un grand emprunt. Avant, c'était Chirac qui donnait. Lancer un grand emprunt, c'est le rembourser après. Parce que j'ai entendu certains, et je vais donner ma position dessus, j'ai entendu certains qui disent qu'il faut demander à la France d'appuyer la dette du pays. Moi, je suis contre. Parce que si la France va le faire, si on lui demande, elle va dire, bon, ok, on supprime votre dette. Bien sûr, elle le fait. La Grèce, vous croyez? Fait. Évidemment, c'est évident ça. Puis la dette actuellement, 100 milliards, pour la France, ça fait à peu près 1 milliard d'euros, en gros, hein, à la louche. Je pense qu'à la Grèce, elle a supprimé beaucoup plus. Et aux pays africains, encore beaucoup plus. Donc, pour moi, je suis contre parce qu'on deviendrait une république bananière, un pays bananier. Et à ce moment-là, on ne pourra plus aller auprès des banques. Déjà qu'aujourd'hui, Standard & Poor's, avec l'aide de la France, nous note à BBB+, je crois, ou moins, je ne sais plus. Il y en a tellement de B. Demain, on sera à CCC-. Donc, sur ce problème de... Je suis contre un grand emprunt. Je préfère aller demander à la solidarité nationale. Et nous, on a des arguments, on a des dossiers. On ne va pas aller comme certains, ils vont là, les mettre dans les poches. Des dossiers qu'on fera préparer et on ira demander... Non, pas une aumône. C'est pas une aumône. Je pense qu'on a droit à la solidarité nationale. Parce que nous sommes le pays qui a le plus souffert pour que la France devienne une puissance nucléaire. Émile, on a compris, vous, c'est votre cheval de bataille, c'est vraiment la départementalisation. Maintenant, bon, on sait que vous ne parlez pas du tout au nom du DIRAF, ni au nom des retraités, mais qui sont quand même à peu près une trentaine de mille. Et pour passer, il faudrait 10 000 pour vous. Est-ce que vous pensez qu'ils sont pour la départementalisation? Il y a une bonne... Moi, je suis ceux que je rencontre, hein, je suis ceux que je rencontre, et puis je ne peux pas bien sûr rencontrer des milliers et des milliers. Nous, on n'est pas en campagne. Là, on fait notre liste. Donc, on n'a pas de réunion. D'ailleurs, on ne peut pas faire de réunion. Je pense non, mais les échos que vous avez, les échos que j'ai, les gens sont réceptifs à l'idée de département. Ils sont réceptifs. Parce que tout le monde sait que l'autonomie, c'est un échec aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Donc, par rapport à ça, 30 000 retraités, moi, je demande aux retraités de nous soutenir. Parce que de toute façon, ils vont pleurer si nous ne passons pas. Parce que je cherche dans les programmes des autres, il n'y a rien sur la retraite. Ils ne cotisent même pas à la CPS. Les élus ne cotisent pas à la CPS pour la retraite. Ils cotisent pour la maladie, mais pas pour la retraite. Ils font un mandat, ils se parlent 10 millions. Est-ce que c'est juste? Pourquoi est-ce que ces gens-là, parce qu'ils sont à l'Assemblée, ils doivent toucher beaucoup par rapport aux travailleurs qui triment sur le terrain? 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Est-ce que c'est juste? Pourquoi est-ce que ces gens-là, parce qu'ils sont à l'Assemblée, ils doivent toucher beaucoup par rapport aux travailleurs qui triment sur le terrain? 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Est-ce que c'est juste?
qui tombe malade souvent, et lui, ben, il n'aura pas ça. Donc, je pense qu'il faut revoir tout ça. Franchement, il faut revoir tout ça. Donc les retraités sont pour. Je pense que nous aurons les 12,5% grâce aux retraités. Pas seulement ça. Ceux qui perdent leur terrain en ce moment, on vole des terrains. Et après, les pauvres, je leur dis, sur ma liste, j'ai des gens qui n'ont que 12 000 par mois. J'ai des gens qui n'ont rien. Ils vivent de pêche, ils vivent d'agriculture, ils plantent. Et puis, moi, on a des projets. On a des projets là-dessus. Je ne vais pas les dévoiler aujourd'hui. Mais sachez, le gouvernement est quasiment prêt. Les têtes pensantes, je les ai. Et c'est vrai que ce ne sont pas des Français. Ce sont des Polynésiens. Et on se connaît. Ils m'ont proposé leur aide, que j'ai accepté, bien sûr. Et je vais aller les voir. Mais pour le moment, je suis pris dans l'unique objectif que j'ai, c'est que lundi, je dépose notre liste unique pour qu'on puisse courir aux élections. Parce que je considère que si on n'avait pas ça, il manquerait quelque chose dans le débat politique qui vient. Donc vous semblez assez confiant donc, pour atteindre les 12,5%, donc pour accéder au second tour. Dans le cas contraire, Émile Vernier, qu'est-ce que vous ferez? Appellerez-vous à voter? Donnerez-vous liberté de vote? Alors, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est de demander aux gens de nous soutenir. Au premier tour, il faut voter RRPP, même si on est dans un autre parti. Parce que, on le sait, le Tahoeraa sera au deuxième tour, le Tavini sera au deuxième tour. Je pense que ces deux-là, c'est sûr. Pour les autres, il faut qu'une troisième voie. Parce que sinon, de toute façon, je dis à tous nos Polynésiens qui nous écoutent, attendez-vous à récupérer Gaston Floss. Oscar n'a aucune chance, ils sont à un contre un. Il faut qu'une troisième liste aille. Et moi, je dis, si nous sommes présents au deuxième tour, on va gagner l'élection. Il faut être clair, je ne vais pas être hypocrite. La population veut un changement. Pour qu'il y ait ce changement, il faut qu'on soit au deuxième tour. Ça veut dire qu'au premier tour, il faut voter pour nous. Les retraités, les pauvres, ceux qui ont des problèmes fonciers, allez voter. Et voter pour le RRPP. On sera au deuxième tour et les choses changeront quand nous nous installerons. Bien sûr, on retournera à la présidence. Parce que ça nous appartient quand même. Par contre, je ne mettrai jamais les pieds là-bas tant que Raymond Graff n'aura pas purifié l'endroit. Parce que je m'attends à ce qu'il y ait on appelle ça des PIFOR ou des choses comme ça. Non, on purifie là tout ça. On est prêt. Ça dépend maintenant. La population veut changer. Pour changer, ils vont aller voter encore pour des gens. Ils ont participé à la faillite générale. Ils ont participé à ce que l'autonomie soit un échec. Lorsque Gaston Tongson a demandé à la France une mission d'assistance, il y avait du Tahoeraa au gouvernement. Et Oscar est arrivé, les indépendantistes sont arrivés au pouvoir. Ben, ils n'ont pas dit non, on ne veut plus de cette mission. Donc, ils sont tous les politiques qui sont devant nous, sont tous pour dire, effectivement, l'autonomie est un échec et on est obligé d'aller demander le soutien de la France. Moi, je préfère plus demander le soutien, je préfère qu'elle vienne directement ici. Alors, Émile Vernier, on peut dire que tous les petits partis qui se lancent actuellement, grâce notamment à la réforme électorale, vont se retrouver dans le même cas de figure. Parce que si vous arrivez au second tour, on va parler obligatoirement d'une triangulaire, puisque vous semblez, selon vos dires, incarner cette fameuse troisième voie. Tout à fait. Qu'en-vous sur votre position? C'est-à-dire, je ne vote pour personne, je ne lancerai pas de consignes, je vais jusqu'au bout. Comment vous allez faire? Alors, actuellement, je n'ai pas répondu tout à fait à la question, c'est vrai. Bon, on va dire qu'on atteint les 5%, mais pas les 12%. Ma position personnelle, qui n'est pas la position du RRPP, ça c'est ma position. Bien sûr, je défends cette position-là. Les voix ne m'appartiennent pas. Les gens ne sont pas dans des sections. Ils votent sur une idée. Ils votent sur un avenir. Eh bien, à ce moment-là, je dirais, franchement, vous votez pour qui vous voulez. Donc, il y aura bien une consigne. Il y aura une consigne, mais ou un conseil. Ça ne sera pas une consigne précise. Mais un conseil. Non, une consigne. Retournez vers qui vous voulez. Deuxièmement, si nous attendions les 12,5%, moi je vous dis clairement aujourd'hui, et je le dis à nos auditeurs, nous continuerons. S'il faut une triangulaire, il y en aura, parce que nous gagnerons. Contre le Tahoeraa et contre le Tamini-Huiratira, le RRPP gagnera. C'est sûr. C'est clair. Le seul problème, c'est de laisser ces deux-là au deuxième tour, et je dis, vous ne votez pas pour le RRPP au deuxième tour, au premier tour,
ben vous renvoyez Gaston Floss à l'Assemblée, et dans un an, de toute façon, il risque bien de sauter. Émile, il nous reste quelques petites minutes avant la fin donc, de notre entretien. C'est déjà pas mal. J'ai juste 3-4 questions, donc pour ou contre. Alors, pour ou contre les investisseurs chinois dans le secteur aquacole? Moi, je pense que... Pour ou contre, Émile? Ah, pour ou contre? Un mot, hein? Oui. Donc, je suis contre. Contre. L'allocation de la mère au foyer? Contre. Le mariage pour tous? Ah non, je suis pour, là. La reprise des phosphates à Makatea? Je suis pour. La dépénalisation du Pakalolo? Contre. Et la réalisation d'une route traversière entre Papeeno et Papeari? Pour. Très pour. Tout est dit. Tout est dit. Voilà, Émile, je vous propose un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, En dehors du voter pour nous. j'ai droit à un... Hein, Oui, mot de la fin. oui. Allez-y. Notre Polynésie française se trouve dans une situation très difficile, hein, du fait des gouvernants qui étaient là, qui ne se sont pas du tout occupés. Hein. Donc moi je dis quand même, je redis à nos retraités, 30 000 retraités, à tous ceux qui ont des problèmes fonciers, ils sont des dizaines de milliers aussi, mais également à tous ceux qui ont des difficultés pour les fins de mois, tous ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, on est là pour vous. Donc de l'autre côté, vous avez des milliardaires qui se présentent, ici vous avez des, je vous dis, il y a des gens sur la liste, on ne demande pas, il n'y a pas de participation financière. Donc, c'est vrai, c'est ça que je dis. Au premier tour, ne vous trompez pas parce que vous allez prendre 5 secondes pour mettre le ticket dans l'urne. 5 secondes seulement, ça glisse. 5 années si vous vous trompez. 5 années de malheur et 5 années de misère, au lieu d'avoir 5 années. C'est vrai d'efforts, mais d'efforts pour l'avenir, d'efforts pour les jeunes, d'efforts pour tout le monde, pour tous les Polynésiens. Nous plaçons le Polynésien au centre de notre politique. Voilà, donc c'était Émile Vernier, donc merci Taïki, merci Émile Vernier, donc c'était Émile Vernier, le chantre de la départementalisation qui, on l'a bien compris, ne fait pas de promesses. Si la seule promesse qu'il nous fait finalement c'est abaisser le niveau du SMIC, donc ça les gens vont être contents, et avec un SMIC flexible. Merci Émile, voilà. Et donc je vous laisse maintenant entre les mains de mon confrère Odo Théa pour un entretien en tahitien.